Partie 2 de la planification financière que j'avais eue en 2017 après que mon mari soit décédé. Ce nouveau compte est très avantageux sur le plan fiscal. Les rendements réalisés dans le CELI sont totalement libres d'impôts et les retraits ne sont pas imposables. Aussi, les retraits du CELI n'ont aucun impact sur les diverses prestations fiscales, puisqu'ils ne sont pas considérés comme dans le calcul du revenu. Toutefois, les cotisations et les intérêts sur les sommes empruntées pour investir dans un CELI ne donnent pas droit à une déduction fiscale. De plus, contrairement à la norme habituelle, les règles d'attribution ne s'appliquent pas au CELI. Ainsi, une personne peut fournir les sommes nécessaires à la cotisation au CELI de son conjoint sans que le revenu ne devienne imposable entre ses mains. Les rendements du CELI après le décès du titulaire deviennent imposables à moins que ce compte ne soit transféré au conjoint survivant. Je pense que c'est ça qu'on a fait. Les placements admissibles sont similaires à ceux des REER, sauf pour les actions de sociétés privées. Moi, on n'a pas fait ça parce qu'on n'avait pas de placement avant. Recommandations. Vos droits de cotisation non utilisés depuis 2009 sont disponibles et devraient être utilisés si vous disposez de surplus de liquidité dans le futur. Nous vous recommandons d'utiliser vos placements non enregistrés afin d'effectuer vos contributions annuelles au CELI. Il sera toutefois important de vous assurer de ne pas déclencher l'impact fiscal dans votre compte non enregistré. Nous vous recommandons d'avoir un seul compte CELI afin d'éviter des surcontributions futures qui vous exposeraient à l'impôt mensuel de 1%. L'évolution des placements, j'avais 847 000, en tout cas selon ce qu'il disait au début. En CELI, 52 000, REER 312, en CRI, 83 252, pour un total de 983 471 000. Et là, on regardait en 2061, j'aurais été à 2 706 et 480 000. Stratégie de décaissement à la retraite. Vous disposerez de plusieurs types de placements pour financer votre niveau de vie à la retraite une fois vos différentes sources de revenus fixes considérées. Les régimes enregistrés, les placements non enregistrés, les comptes d'épargne libres d'impôt. Et on s'entend qu'il me disait que j'allais avoir un revenu de 25 000 par année. C'était ça la planification qu'il disait. L'objectif était de minimiser le fardeau fiscal afin de tirer le maximum de votre accumulation de patrimoine durant les années actives. Les impacts fiscaux joueront un rôle central dans vos choix de décaissement. Recommandation, ainsi, il sera préférable de combler les besoins de niveau de vie en puisant d'abord dans les placements non enregistrés, dont les rendements ont été imposés à chaque année, sauf pour le gain en capital accumulé. De cette façon, vos impôts à payer seront minimaux. En deuxième recours, les sommes disponibles dans les CELI pourront être retirées totalement de niveau d'impôt. En dernier lieu, les retraites des régimes enregistrés devront être considérées à ceux-ci seront imposables à 100%. Un appariement de la répartition de chacun de vos types de portefeuilles devrait être fait avec les besoins de décaissement pour maximiser les rendements globaux tout en contrôlant votre fardeau fiscal. Et oui, j'ai sorti, moi, tout le REER en 2022, si je me rappelle bien. En 2022, j'ai sorti le 100 000 que nous avions en REER. Et oui, j'ai payé, j'avais de l'impôt à payer après. Mais il y a une business qui n'avait pas fait d'argent dans les dernières années, on avait reporté mes pertes. Ça a pu venir au moins diminuer là, ce qui était dû. Mais enfin, j'avais rien à devoir. Gestion de la dette, prêt hypothécaire. Nous vous recommandons de modifier la périodicité de vos paiements pour hebdomadaire accéléré et si vous disposez de surplus dans le futur, de doubler vos paiements périodiques et d'effectuer le maximum de remboursement forfaitaire jusqu'au renouvellement de vos prêts. Optimisation des déficits. Regardez. Régime de retraite publique. Il existe deux sources de revenus provenant des régimes étatiques à la retraite. La rente de retraite du régime des rentes du Québec et la pension et la sécurité de la vieillesse. Ces deux types de revenus fonctionnent toutefois selon les règles très différentes. La rente de retraite du RRQ, tout d'abord, seule une personne ayant cotisé pourra recevoir une telle rente du RRQ. L'âge normal de la retraite a été fixé à 65 ans. Toutefois, il est possible de recevoir une rente de retraite dès l'âge de 60 ans, moyennant une réduction de 0,6% par mois d'anticipation avant l'âge de 65 ans. C'est donc dire qu'une personne de 60 ans recevra 64% de sa rente prévue à 65 ans. Depuis le 1er janvier 2014, aucune autre condition que d'avoir atteint l'âge de 60 ans ne doit être rencontrée contrairement aux années antérieures. Depuis, il est aussi permis de demander le fractionnement de ces rentes de retraite entre conjoints lorsque tous deux ont atteint l'âge minimum de 60 ans. Recommandation, comme vous recevrez une rente de conjoint survivant du RRC, nous vous recommandons de demander votre rente de retraite dès l'âge de 65 ans. Vous serez pénalisé en la demandant avant. La pension de la sécurité et de la vieillesse. Régime de type universel qui verse une prestation mensuelle maximale de 577,53 en 2017 à compter de l'âge de 65 ans, jamais avant, à condition d'avoir vécu au moins 10 ans au Canada. Toutefois, cette pension sera réduite si vos revenus imposables d'années précédentes excèdent 74 788 et ce en raison de 15% de l'excédent. Ainsi, avec vos revenus imposables de 119 615 et plus, vous ne recevrez plus cette pension. Le budget fédéral 2012 a porté l'âge d'admissibilité à 67 ans pour les contribuables nés le 1er février 62 ou après. Le budget fédéral du 22 mars 2016 renverse cette décision et ramène l'âge d'admissibilité à 65 ans pour tout. D'autres prestations sont aussi disponibles dans bien des cas pour les gens ayant des revenus modestes. Et mon but, c'est de faire pas mal plus que 119 000 par année, par ce temps-là. Vous serez admissible à la PSV dès l'âge de 65 ans. Nous vous recommandons de toujours valider l'impact de revenus supplémentaires sur votre PSV de l'année à venir et de planifier ceux-ci afin de minimiser les revenus. Moi, je veux maximiser le nombre d'argent que je vais faire.
Et moi, je planifie pas, genre, comment est-ce que je peux retirer le plus de pension à ma retraite, parce que ça veut dire que je ferai pas beaucoup d'argent. Le régime enregistré d'épargne études est une solution d'épargne avantageuse si vous comptez aider financièrement vos enfants avec leurs études postsecondaires. C'est pas obligatoire, mais c'est si tu comptes aider financièrement. C'est une façon d'aider financièrement tes enfants. Hein? Comme l'autre façon, c'est de dire, tiens, voilà, je te donne du cash, je vais payer directement là. OK? C'est de l'argent que tu fais à ce moment-là. En voici les avantages. Croissance de revenus à l'abri de l'impôt pour une période pouvant atteindre 35 ans, mais aucune déduction fiscale. Capital disponible en tout temps. Cotisation possible pendant 31 ans, sans dépasser l'âge de 31 ans du bénéficiaire. Aucun plafond annuel de cotisation, mais maximum de 50 000 avis par bénéficiaire. Subvention canadienne pour l'épargne études fédérale de 20 % sur les 2 premiers 500 $ de cotisation annuelle. Maximum de 7 200 avis pour des bénéficiaires de moins de 18 ans. Crédit d'impôt remboursable pour l'épargne études provinciale de 10 % sur les premiers 2 500 de cotisation annuelle. Maximum de 3 100 avis pour bénéficiaires de moins de 18 ans. Droits de cotisation inutilisés donnant droit aux subventions peuvent être reportés dans le futur. Imposition des revenus entre les mains du bénéficiaire lors des retraits. Stratégie, si vous prévoyez contribuer pour plus d'un enfant dans la même famille, optez pour des raies de type familial plutôt qu'individuel. De cette façon, les sommes inutilisées par un enfant pourraient être transférées à un autre bénéficiaire de la même famille. Que maintenant, mes filles avaient chacun un à leur nom. Puis quand j'ai sorti le plus gros de mon capital, on a fait un compte famille en laissant de l'argent dedans et en laissant ce qui était pour que ça puisse quand même grandir. Nous vous recommandons d'utiliser un individuel plutôt que le régime collectif actuel que vous avez. Nous recommandons de cotiser le maximum annuel permettant de maximiser les subventions fédérales et provinciales pour Sophie et Émilie, soit 2 500 $. Aussi, il est possible de rattraper les subventions pour les années 98 et suivantes, 2007 au provincial, en contribuant 2 500 supplémentaires annuellement par enfant. Ainsi, le 5 000 investi au RAI générera 1 500 de subventions. En tous mes enfants, moi, je suis dans un régime épargne études avec une compagnie. Donc, finalement, si tu t'offres jusqu'à la fin, tu vas avoir de l'argent, ils vont te donner de l'argent. Fait que si tu sors avant, ben, en tout cas, bref, tu payes un montant, puis tu payes plus de frais au début qu'à la fin, là, mais bon, bref, c'est une affaire que je vais embarquer, là. Portefeuille suggéré versus portefeuille actuel. Recommandation, l'optimisation de votre portefeuille ne sera représentative de votre situation personnelle que si vous appliquez la répartition globalement à vos investissements, mais que vous l'adaptez aux particularités des différents types de portefeuilles. Après, ainsi, l'enquête devrait être concentrée dans les portefeuilles non enregistrés, les obligations des portefeuilles enregistrés et les actions dans les portefeuilles non enregistrés de sociétés privées. De plus, un appartement des retraits prévus devrait être effectué afin d'éviter les ventes précipitées. Mandat en cas d'inaptitude. Les gens pensent à tort qu'en cas d'inaptitude du conjoint, l'autre conjoint sera automatiquement responsable d'agir en son nom. La rédaction d'un mandat en cas d'inaptitude sous forme notariée ou devant témoin permet à toute personne apte de désigner le ou les mandataires qui agiront en son nom advenant son aptitude. Les mandataires sont de deux ordres, au bien et à la personne. Les mandataires au bien peuvent être des individus ou une société de fiducie, mais les mandataires à la personne doivent obligatoirement être des individus. L'exécution d'un mandat en cas d'inaptitude ne se produit que lorsque les conditions suivantes sont réunies. La preuve médicale et psychosociale de l'inaptitude est constatée et le mandat est homologué par le tribunal ou un notaire dûment autorisé. L'effet du mandat en cas d'inaptitude prendra fin à la demande du mandat redevenu apte. Recommandation, prévoyez un nombre impair de mandataires afin d'éviter les impasses. Prévoyez les remplaçants à vos mandataires. Prévoyez l'utilisation de vos actifs et ou revenus pour les besoins de vos enfants. La forme notariée sera préférable si votre situation est plus complexe. Immeuble à revenus, société privée, patrimoine élevé. J'en avais un. Okay? J'en ai un mandat en cas d'inaptitude. Procuration générale, ce document ressemble au mandat en cas d'inaptitude, sauf qu'il est d'application immédiate. Cette procuration et le mandat en cas d'inaptitude peuvent être dans le même document, dans deux sections différentes ou être dans des documents distincts. Il s'agit de la délégation de pouvoir spécifique au complet au choix du mandant, celui qui donne la procuration, sans que celui-ci ne perde le contrôle de l'administration de ses biens. Le mandant conserve toujours toute responsabilité, dans la mesure où le mandataire, celui agissant au nom du mandant, respecte les paramètres de la procuration. Il serait important de prévoir une rémunération raisonnable pour le mandataire. La procuration générale prendra fin à différents événements. Révocation par le mandant, rédaction d'une nouvelle procuration générale, démission du mandataire, décès ou inaptitude du mandant ou du mandataire. Nous vous recommandons de rédiger une procuration générale notariée. Le choix des mêmes mandataires ayant les mêmes pouvoirs que dans le mandat en cas d'inaptitude assurera plus de stabilité dans l'administration de vos biens. Testament. Le testament est le document juridique indiquant les intentions de dévolution d'une personne décédée. En l'absence d'un testament, le Code civil du Québec prévoit que les biens du défunt seront distribués de la façon suivante. 2 tiers à vos enfants et 1 tiers à votre conjoint suivant, marié ou uni civilement, pas conjoint de fait. 2 tiers à votre conjoint survivant et 1 tiers à votre père et mère. 2 tiers à votre conjoint survivant et 1 tiers à vos frères et sœurs ou leurs représentants. Ce qui ressort clairement, c'est que la répartition selon le Code civil écarte le conjoint de fait et peut générer une dette fiscale importante à votre décès, sans compter que ça ne reflète probablement pas vraiment vos intentions. Moi, j'ai un testament, j'en ai un. La rédaction d'un testament peut prendre 3 formes. On va les faire partie 3.